Bonjour, bonsoir. C'est Samuel Ngalamou-Lemay sur votre chaîne YouTube Sam Diongal officiel. Aujourd'hui, nous vous revenons encore avec un sujet qui touche presque tous les Congolais. Un sujet très important que nous, en tant que les enfants de ces pays, donc de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas laisser passer inaperçu. Et nous ne pouvons pas prendre ça avec beaucoup de négligence. C'est un sujet sur lequel toutes les réflexions, tous les Congolais doivent penser, réfléchir et voir par quels moyens nous pouvons une fois de plus résoudre cela. C'est la question de la patrie. Parce que qui dit les frontières du pays dit à la nation, à la patrie, et c'est une question très importante et primordiale pour tout un peuple. Parce que plusieurs peuples dans le monde se battent jour et nuit pour préserver leurs acquis. Et parmi les acquis, le plus important de tous, c'est garder leur pays, l'intégrité plutôt de leur pays, tel qu'ils les avaient reçus depuis l'indépendance pour ceux qui sont ou bien qui ont été colonisés. Alors aujourd'hui, tout le monde peut se réjouir parce que, enfin, la pression que subit Paul Kagame lui pousse maintenant à vomir même les choses qu'il avait longtemps gardées. Donc, de faire connaître au monde la question réelle ou bien son plan réel pour le Congo. Parce que depuis la guerre de l'Est, plusieurs se posaient des questions. Qu'est-ce qui est derrière cela? Pendant que beaucoup spéculaient, mais eux-mêmes savaient, ils connaissaient pourquoi est-ce que ils font la guerre à la RDC. La guerre qui nous a pris plus de 10 millions de personnes, 10 millions de Congolais, qui sont partis comme ça à cause des convoitises de certains peuples. Alors vous avez écouté, vous tous, les déclarations faites par Paul Kagame sur la question de l'Est du pays. Paul Kagame a bien déclaré que la question de l'Est du pays n'a pas commencé aujourd'hui. N'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. N'a pas commencé avec les autres, mais c'est une question qui date depuis l'époque coloniale. La question de l'Est est liée à la question de la terre. Pour Paul Kagame, les Belges auraient pris une partie du Rwanda, qui est le Kivu, et l'annexer au Congo. Alors, suite à toutes ces allégations, j'ai voulu faire mon analyse, faire comprendre à Paul Kagame qu'il a tort.
Mais avant cela, je voudrais que nous puissions tous écouter ces allégations, lui-même qui parle. Ce n'est pas une intelligence artificielle, mais c'est lors d'une conférence de presse qu'il a tenu ses propos. Alors, nous allons nous revenir pour enfin maintenant faire notre analyse. Suivez cette petite vidéo. If you remember, si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que, avant même que M. Tshisekedi devienne président. Les Congolais qui ont bénéficié donc de l'héritage. Les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, au sud de l'Ouganda, etc., etc. Vous avez suivi la vidéo en question. Vous avez écouté Paul Kagame. Mais après avoir écouté Paul Kagame, moi personnellement, je me suis posé 4 questions essentielles. Je ne dis pas que ces 4 questions englobent la pensée générale des Rwandais. Peut-être d'autres personnes peuvent ajouter d'autres questions selon leur compréhension. Mais selon mon analyse et ma compréhension des choses, je me suis posé 4 questions que j'essayerai au courant de ces numéros à résoudre. La première question que je me suis posée, c'est quand est-ce que les frontières des pays africains ont été déterminées ou réparties? C'est quand? Ça, c'est la question que Paul Kagame pouvait aussi se poser. Est-ce que ce sont les Belges qui avaient déterminé, eux seuls, par leur propre volonté, les frontières de l'Est du Congo, ou bien du Rwanda et du Congo? Je ne pense pas. Alors, je vais vous montrer quand est-ce que cette répartition des pays africains a eu lieu. Ça, c'était la première question. La deuxième question que je me suis posée, c'est comment Paul Kagame et certains Rwandais, pour ne pas dire tous les Rwandais, et on peut aller même jusqu'à dire même tous les Rwandais, comptent accomplir leur plan de prendre l'est du pays. Comment? Quelles sont les stratégies? Comment ils comptent l'accomplir? Bien sûr, ils ont parlé qu'il y a une terre, leur terre au Congo, qu'ils veulent absolument reprendre. Alors, je me suis posé des questions. Comment ils comptent les reprendre? Comment ils comptent reprendre ces terres? Je vais vous le dire. Je vais avancer quelques stratégies utilisées, que je ne dirai pas toutes les stratégies, mais quelques stratégies, parce que d'autres personnes peuvent les compléter. Troisième question que je me suis posée. Quel rôle jouent alors les Congolais d'origine qui sont impliqués dans la rébellion ou bien dans la guerre de l'Est du pays? Nous connaissons beaucoup de Congolais. Depuis le début de l'agression rwandaise, nous avons connu une série de Congolais qui sont partis appuyer les Rwandais pour qu'ils accomplissent leur dessein. Quel est leur rôle?
quel rôle qu'ils jouent? Est-ce qu'ils jouent réellement un rôle en tant que Congolais ou bien ils sont manipulés? Nous allons y revenir. Quatrième question enfin. Comment alors pensons-nous résoudre ces problèmes? Quelles sont des solutions qu'il faut apporter définitivement pour ces questions de l'Est, pour ces problèmes de l'Est? Comment? Je proposerai à l'État ou bien au gouvernement congolais mon analyse. Parce que nous en avons droit en tant que ressortissants de ces pays-là. En tant qu'enfant du pays, j'ai aussi une idée à émettre. Je dois émettre une idée. Je dois émettre une pensée. Alors c'est pourquoi nous allons y revenir. Alors après avoir se posé toutes ces questions, ces 4 principales questions pour moi, j'ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis dit, regardez comment moi j'ai pensé, comment moi j'ai résolu toutes ces 4 questions. La première question qui était liée à quand les frontières des pays africains ont été partagées ou bien réparties. Ce n'est pas une question qui date des époques coloniales. Non. La plupart des pays africains n'étaient pas encore colonisés lorsque la question de répartition des pays africains a eu lieu. Il y avait bien sûr des colons qui étaient positionnés dans certains pays, dans certains coins. Il y avait des colons, bien sûr, des Anglais, des Portugais, des Français, et tout consort. Ils étaient là. Alors il y a eu à un moment des affrontements. Les pays qui étaient là pour conquérir l'Afrique, ces pays-là voulaient s'affronter. Alors pour éviter l'affrontement, parce qu'ils ne savaient pas où se trouvaient leurs limites. Je peux prendre l'exemple de l'Angola, où il y avait des Portugais et le Congo. Le Congo à l'époque, ce n'était pas même, c'était les rois des Belges qui étaient là. Mais il y avait des affrontements. Parce que chacun ne connaissait pas réellement les limites de sa propriété à l'époque. Personne ne connaissait. Alors ces gens, ces blancs-là, ces Européens-là se sont réunis. Se sont dit non, nous ne pouvons pas venir ici pour conquérir l'Afrique, mais commencer à nous affronter entre nous. Allons, dialoguons. Allons, parlons. Parlons ensemble pour faire quoi? Pour trouver solution aux problèmes qui nous imposent. C'est là ils ont convoqué ce qu'on appelle la conférence de Berlin. Quand est-ce que la conférence de Berlin a eu lieu? C'est une conférence qui a fait pratiquement plus de 100 et quelques jours. Ça a commencé en 1884 pour finir en 1885. C'est pendant cette colonisation, cette conférence, que les pays qui étaient à l'époque en Afrique se sont subdivisés. Parce que le but de cette conférence était le partage et la division de l'Afrique. C'était ça.
c'était même le sujet principal. Alors, ils sont allés. Ils se sont divisés l'Afrique, sans les Africains, bien sûr. Chacun a pris sa part. Et Congo, c'est là les frontières du Congo, ou bien de tous les pays africains, ont été déterminées. Et chacun a su maintenant que moi, ma responsabilité commence d'ici jusque là-bas. Et un point encore important, ce n'était pas seulement qu'il faut partager l'Afrique, mais déterminer aussi les frontières du Congo. Pourquoi? Parce que le Congo à l'époque, il n'y avait pas une puissance coloniale quelque part. Non, mais c'était un individu qui était au Congo. Alors, c'est ainsi qu'ils ont vu que non, nous ne pouvons pas donner à une puissance le Congo parce qu'il y avait beaucoup d'avantages, il y avait beaucoup de choses que les Blancs cherchaient au Congo. Ils se sont dit, le Congo doit être neutre. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Donner ça à un individu. Cet individu-là, c'est qui? C'est Léopold II. Le Congo a été donné à Léopold II. Et de là, Léopold II a commencé à diriger le Congo comme sa propriété privée. Ça, c'est l'histoire que le monde connaît, que j'espère bien Paul Kagame connaît aussi. Parce que s'il a étudié, il doit connaître l'histoire de l'Afrique. Et comment est-ce que les frontières de l'Afrique, des pays africains, ont été constituées. Alors, écoutez Paul Kagame aujourd'hui parler que les Belges avaient pris une partie de leur pays, c'est aberrant. Je n'arrive pas à comprendre. Bien sûr, pendant la colonisation, lorsque le Congo est passé de propriété d'un individu qui était Léopold II pour devenir colonie belge, à une époque, la Belgique a dirigé le Congo, le Rwanda et le Burundi. Alors, si le Rwanda dit que les Belges ont fait ça, c'est que le Burundi aussi doit réclamer, non? Ça, c'est être malade pour dire ça. Si Kagame a besoin de connaître les frontières de son pays, il doit aller chercher des archives de cette conférence de Berlin qui existe, bien sûr, qui existe, avec des cartes, des cartographies de tous les pays. Ça, je pense bien avoir répondu à la première question de quand les frontières des pays africains ont été réparties. Et ça peut aider Paul Kagame à comprendre que le Congo n'a rien à les devoir. Il n'y a aucune terre congolaise qui autrefois appartenait à son pays. Dieu a donné à chaque peuple une terre. Et une autre question que je voulais me poser. Nous avons vu, lorsqu'on a subdivisé les pays en Afrique, il y a des empires qui se sont vus diviser. Une partie qui est partie dans un autre pays, une autre partie dans un autre pays. Et les peuples même étaient divisés en deux. C'est l'exemple de peuple Congo qui se trouve où? En Angola, qui se trouve au Congo, Kinshasa, au Congo Brazzaville aussi. Je crois bien un peu au Gabon aussi. Parce que c'était un royaume, un
très grand royaume est organisé, le royaume Congo. Il y a beaucoup, dans d'autres pays, des peuples comme ça, qui se sont retrouvés lors des conférences de Berlin, subdivisés, divisés, partagés. D'autres sont partis dans un autre pays, d'autres sont restés ici. Mais du côté de l'Est, qu'on nous dise quel est ce peuple qui a été subdivisé, qui a été divisé en deux. Quel est ce peuple-là? Que le Paul Kagame nous dise. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Tutsi chez nous. À l'époque, il n'y avait pas de Hutus chez nous. Il n'y avait pas. S'il y en avait, c'est qu'on aurait pu, à l'époque, avoir les peuples, les mêmes peuples, et au Rwanda, et au Congo. Mais pourquoi nous n'avons pas ces mêmes peuples-là? Pourquoi? Parmi toutes les tribus que nous avons connues, à l'est du pays, on n'avait jamais connu les tribus Banyamulenge, ou bien des tribus, la tribu Tutsi, ou bien Hutu. Non. Depuis, et parmi, on n'avait jamais connu ça. Ça, c'était pour répondre à la question essentielle. C'est pourquoi il faut connaître et maîtriser l'histoire. Il faut. Je passe directement, je crois bien s'il faut faire toute une émission sur l'histoire du Congo et son peuple, je peux me mettre ici un jour, commencer à parler ça. Commencer à parler. Et je trouve que c'est important. Il faut apprendre à nos enfants l'histoire de son pays. Pour qu'un jour, qu'ils ne puissent pas céder à ces intimidations. À la deuxième question, de savoir à la deuxième question, je voulais répondre maintenant à la deuxième question. Quelles sont les stratégies utilisées par les Rwandais pour mettre en place leur plan de reprendre soi-disant la terre du Congo? Je peux dire le plan de convoitise de la terre du Congo. Quelles sont leurs stratégies? C'est là que je reviens en premier lieu pour vous dire ceci. Que la première stratégie, c'est l'infiltration. Les Rwandais nous ont infiltrés depuis l'indépendance. Depuis l'époque de l'indépendance. Lorsqu'ils sont arrivés chez nous, et que lors de l'indépendance, tous ceux qui se trouvaient sur le sol congolais à l'époque de l'indépendance sont devenus les Congolais. Là, les Rwandais étaient déjà là, ont profité. Ils ont profité. Ils ont eu la nationalité congolaise. On est parti. Ça, cette loi a été d'ailleurs promulguée quand? C'est juste après l'indépendance. Par l'influence de celui qui était directeur de cabinet du président de Marshal Mobutu. Bisengman. Ce monsieur rwandais avait déjà, c'est une stratégie, c'est pourquoi nous dormons des fois. Nous avons du mal à enseigner à nos enfants ce que c'est notre pays, l'héritage que nous avons d'ensemble. Nous avons du mal à le faire. Mais les Rwandais les font. Ils disent à leurs enfants que nous avons une terre au Congo. C'est pourquoi vous avez vu que c'est une stratégie qui ne date pas d'aujourd'hui, qui n'a pas même commencé aussi avec Kagame, mais qui a commencé depuis l'époque
colonisation, et puis pendant la période de règne de Mobutu, par la direction de Bisenman qui était directeur des cabinets, cette loi a été promulguée et on a donné aux Rwandais la nationalité. Infiltration. L'infiltration n'a pas arrêté là. L'infiltration est allée plus loin jusqu'à infiltrer même nos services de sécurité avec toutes les guerres que nous avons connues. L'époque des musées, l'époque de tout, avec d'abord les réfugiés qui sont entrés. Ce n'était pas un plan au hasard, c'était un plan bien planifié, bien étudié. Alors, ils ont réussi à faire entrer en masse les Rwandais chez nous. Alors, cette masse de Rwandais ont commencé à déstabiliser le Congo. Et de là, nous avons commencé à connaître les guerres. Toutes les guerres que nous connaissons, nous avons connu et que nous continuons à connaître, qui y ont amené musée. Alors l'infiltration a commencé avec tous les dialogues que nous avons connus. Et on s'est retrouvé avec des services de renseignement remplis de Rwandais, l'administration remplie de Rwandais, et puis l'armée et la police remplie de Rwandais. Et ces Rwandais ont commencé, non pas en travaillant en faveur du Congo, mais en travaillant en faveur de leurs plans. Les plans qu'eux connaissaient, mais que les Congos ignoraient. Que les Congolais ignoraient. Mais eux connaissaient ce qu'ils faisaient. Vous avez connu de James Kabarebe comme chef d'état-major général. Vous avez connu autant, même vice-premier président, vice-président, Rouberwa. Vous avez connu des députés, des sénateurs, tout ce monde-là, des ministres rwandais d'origine rwandaise. C'était de l'infiltration. Tout ça, c'était avec un seul but plutôt, d'accomplir leur plan machiavélique. L'infiltration. L'infiltration n'est pas quelque chose à blaguer avec. Si vous êtes infiltré, vous êtes mort. C'est ça ce que nous connaissons maintenant. La deuxième des choses qu'ils ont utilisées, c'est chercher la nationalité congolaise. Ça, j'en ai parlé aussi. J'ai déjà parlé de ça lorsqu'ils ont reçu, avec la faveur de Bisenman, la nationalité congolaise collective. Et les autres maintenant commencent jusqu'aujourd'hui. À chercher ces nationalités-là. C'est pourquoi je vais dire quelque chose. Je voulais faire une petite vidéo, mais ça me demande d'aller au-delà. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Rwandais? Rouberwa a été toujours chef de l'administration. Depuis qu'il était vice-président. Pendant qu'il était même ministre, il n'a jamais quitté du côté administration. Il avait toujours l'administration entre ses mains. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'administration qui gère réellement le pays. Ce n'est pas le gouvernement. Ce ne sont pas des ministres, mais c'est l'administration. C'est le moteur même d'un pays. Alors il savait qu'en faisant ça, en gérant l'administration, je peux tout faire. C'est ainsi qu'ils ont pris les cartographies du pays. Et tout
tout ce qui était comme document essentiel de référence du pays, ils ont fait disparaître ça. Ils ont fait disparaître ça. Et ils ont établi, ils ont donné plutôt à leurs frères rwandais les passeports congolais. La plupart, nous sommes avec eux dans tous ces pays à l'extérieur du Congo. Par exemple, ici aux États-Unis, là où nous travaillons, tu peux te rencontrer avec quelqu'un qui te dit, qui dit aux autres nationalités qu'ils sont congolais. Mais quand toi, les vrais Congolais, maintenant, tu viens, on te les présente, oh, votre frère congolais est là, il commence à te fuir. Directement, nous nous rendons compte que non, ce sont des infiltrés qui sont venus comme les Congolais, comme des réfugiés congolais. Alors, ils ont eu la nationalité congolaise d'une manière ou d'une autre. Alors, ils cherchent la nationalité congolaise à tout prix. À tout prix. Autre chose, troisième point, toujours dans le cadre des réponses, des plans stratégiques pour accomplir leurs projets des Rwandais, bien sûr. Il y a troisième, c'est exterminer les Congolais dans leur lieu d'origine pour les remplacer par les Rwandais. La plupart des villages du Congo, ceux qui vivent de l'Est du Congo plutôt, ceux qui vivent là-bas ne sont plus les Congolais d'origine. La plupart sont maintenant des Rwandais. Ils ont exterminé, peut-être c'est ça leur stratégie quand ils arrivent pendant la guerre. Ils cherchent toujours à tuer les Congolais. C'est pourquoi ils n'ont aucun pitié lorsqu'il s'agit de tuer un Congolais. Jamais. Tu peux avoir même pitié de tuer un coq. Mais un Rwandais n'a pas pitié de tuer un Congolais. Parce qu'il sait que si je tue un Congolais, je le remplace par du Rwandais. C'est ce qu'ils ont fait à l'Est du pays. Nos frères de l'Est peuvent vous le confirmer. Heureusement que Dieu a fait grâce que si nous avons une surpopulation, c'est à l'Est du pays où nous avons plus de population. Quel que soit le nombre qu'ils ont tués, mais les Congolais de l'Est sont toujours nombreux. Alors, une autre stratégie utilisée, c'est quoi? C'est faire marier. C'est toujours de l'infiltration aussi. Faire marier à nos frères, à nos politiciens, à nos frères congolais, tout ça, les femmes rwandaises. C'est que le général vous avait dit, l'ex-porte-parole de FARDC. Il nous a dit ce qui est vrai. Ce qu'il avait dit, c'était vrai. Mais tout comme toute vérité ne sont pas bonnes à dire, les Congolais, certains Congolais qui pensent qu'en faisant ça, ils vont plaire au monde, ils pensent qu'il a mal dit. Non, il n'a pas mal dit. Moi, je connaissais ça avant que lui le dise. Je connaissais ça. Ils ont fait marier leurs filles pour que leurs filles puissent mettre au monde, étant avec Congolais, mais ils mettent au monde avec leurs frères. Alors ces enfants-là sont des Congolais. Parce que les maris ne déterminent pas, ne savent pas réellement qui est le père réel. Nous les hommes, vous pouvez vous contenter des enfants à la maison, mais pendant qu'ils ne sont pas vos enfants. Mais ces enfants-là sont toujours sous ton identité. Sont toujours tes enfants officiellement. Alors, juste après,
qu'est-ce qu'ils font maintenant après avoir accompli toute cette stratégie? Leur grande stratégie était d'abord quoi? De remplir l'Est du pays avec les Rwandais. Lorsque l'Est du pays sera rempli, à ce moment-là, ils peuvent passer, réclamer une terre à eux-mêmes. Réclamer que nous aujourd'hui, nous voulons avoir notre propre terre. Notre propre terre, c'est l'Est. Nous voulons notre propre terre de l'Est. Parce qu'ils sont majoritaires, ils passent par référendum, c'est fini, ils ont l'Est du pays. Après, ils peuvent dire, ah, on ne veut pas travailler et rester nous seuls, nous voulons être avec les Rwandais. Ils accèdent ça là-bas, au Rwanda. C'était ça leur stratégie. Mais parce que cette stratégie n'a pas toujours marché depuis l'époque, c'est pourquoi ils nous ont maintenant commencé à faire la guerre. C'est la cause réelle de toutes ces guerres que nous avons connues. Alors, toutes ces guerres avaient comme but d'affaiblir le peuple congolais, d'accepter que les Rwandais prennent la partie qu'ils veulent. C'est pourquoi ils avaient signé de tels accords avec Mouzé. Mouzé nous a mis aussi dans ça. Parce qu'ils avaient écrit, ils avaient signé des accords comme ça. Vous m'amenez au pouvoir, moi je vous donne une partie de notre terre. C'était l'un des accords qu'ils avaient. Mais ils ont oublié une chose, qu'il n'y a pas quelque chose sur laquelle un peuple peut être déterminé de mourir que de laisser sa terre partir. Nous voyons ça partout, en Ukraine, partout, hein. La terre, c'est quelque chose qu'on ne perd pas facilement. On ne la perd pas facilement. Alors il se trompe. Il se trompe. Alors, troisième point. Quel est le rôle maintenant des Congolais? Les Congolais qui sont dans cette rébellion, dans cette guerre d'agression. Quel est leur rôle? Ils ne jouent pas un grand rôle si ce n'est pas qu'ils sont utilisés par les Rwandais, parce que les Rwandais savent que s'ils viennent d'eux-mêmes, ça sera une guerre d'agression et ça sera une guerre entre Rwanda et Congo. Et devant une telle guerre, Rwanda ne tiendra pas. Alors, il faut faire quoi? Il faut utiliser les Congolais pour que ça soit maintenant considéré comme une rébellion. Je sais bien que vous connaissez la différence entre la guerre d'agression et une rébellion. La guerre d'agression, c'est lorsque un autre pays vient vous envahir, vient vous attaquer. Mais quand c'est les mêmes peuples qui se battent, ou bien les enfants de ces pays-là qui viennent agresser, ça c'est une rébellion. Une rébellion, c'est lorsque un peuple ou bien un groupe de personnes, de citoyens, se soulève contre le gouvernement en place. Ils utilisent les armes. À ce moment-là, on parle de la rébellion. C'est ça ce qu'ils cherchent. Nos frères sont utilisés. Les langues aujourd'hui, je ne sais pas comment là où ils se trouvent, quel est leur maintenant état d'esprit? Quel est leur morale actuelle? Comment ils se sentent maintenant? Que nous sommes en train d'accompagner Kagame d'accomplir son plan? Et si aujourd'hui, Kagame parvenait par leur soutien
d'accomplir son plan, quel serait leur intérêt? Les Nang doivent réfléchir. Ils doivent réfléchir maintenant. Quel serait maintenant leur intérêt? Quel serait leur intérêt? Mouzé avait compris ça lorsqu'il a amené ces gens, l'ont amené au pouvoir. Il a compris, ça ce n'est pas ce qu'on s'était entendu. Alors, quand il a demandé à ces gens de répartir, c'est là où il s'est rendu compte que non, nous étions infiltrés. Pendant que nous étions restés même infiltrés. Jusqu'à ce qu'il a payé même de sa vie. Mais les Nanga n'ont pas compris avec l'histoire qu'ils trahissent leur pays en faveur des autres. Ils trahissent, ils tuent leur propre peuple. Pourquoi ils ne se posent pas de questions? Ces gens ici, nous sommes venus libérer, soi-disant libérer. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons commencer à tuer nos frères comme ça? Ils ne se posent pas cette question-là. Ce sont des patins. Quand Fati vous disait que les Nanga sont des patins du Rwanda, on ne comprenait pas. Le peuple ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, Kagame vous a fait comprendre que ces gens-là, les Nanga, Bissimois, tous ces gens-là, d'ailleurs Bissimois venait de dire que ce sont des enfants de réfugiés. Nous avons des réfugiés ici. Est-ce que les réfugiés ici peuvent réclamer? Les réfugiés congolais sont ici aux États-Unis. Est-ce qu'ils peuvent réclamer la terre? Ils sont, j'ai vu Maman Eve Bazaïba aller visiter les camps de réfugiés à Burundi, Tanzanie, tout ça. Est-ce que ces réfugiés-là peuvent réclamer la terre? Mais au Congo, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, nos frères doivent comprendre que nous ne sommes plus au moment de nous laisser manipuler par les Rwandais. Nous ne sommes pas, surtout que toutes ces vérités sont en train de sortir, on ne peut pas s'hasarder à rester sous influence rwandaise. Réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Alors, pour finir, je suis maintenant très long, maintenant nous sommes dans des quarantaines de minutes. Alors, pour finir, quelles sont, ou bien, quelle est, selon moi, la réponse à tout cela? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que Congolais pour remédier à ça? Il n'y a pas de chemin. À cette réponse-là, il n'y a pas un chemin. Et il n'y a pas de chemin ou bien trois. La paix ne se négocie pas. La terre ne se négocie pas. Quand il s'agit de la terre, les peuples acceptent même de mourir. Quand il s'agit de la terre, le peuple se soulève. Et quand il s'agit de la terre, le peuple est toujours prêt. Alors, monsieur le président de la République, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Personne ne peut vous nier de ça. Vous vous êtes donné corps, âme et esprit pour que la paix soit retrouvée au pays. Vous avez dormi, passé des heures et des heures dans les avions. Vous êtes partis partout. Et maintenant, vous avez compris que le problème n'est pas diplomatique des fois. Le problème n'est pas diplomatique des fois. Mais le problème maintenant est d'ordre militaire. C'est la guerre qui doit finir ça. C'est la guerre. Je sais que vous allez dire
que non, vous voyez, notre armée est infiltrée, et vous voyez, oui, l'armée est infiltrée. Mais président de la République, là où il est, il connaît parmi les officiers, parmi les sous-officiers, parmi tous les grades, quand même, il connaît qui sont loyaux. Président de la République connaît. Il connaît parmi les officiers qui sont loyaux. Parmi les sous-officiers qui sont loyaux, qu'on peut envoyer là-bas. L'exemple en est que Luboya Kacham est là, non? En Ituri. Luboya Kacham est là. Ce monsieur, s'il était à l'époque envoyé à Goma, je ne pense pas que Goma serait entre les mains des rebelles. Alors, il est temps, monsieur le président, de prendre les officiers que vous avez, à qui vous avez confiance. Mais qui ne sont pas surtout de l'espace, soyez le fond. Je dois le dire, qui doivent être soit des Congo, des Bengales, des Luba, les envoyer là-bas. Prendre nos frères, soyez le fond, les envoyer dans d'autres provinces. Envoyer là-bas la plupart des militaires qu'ils ne soient pas de l'espace Est. Qu'ils ne soient pas de l'espace Est. Parce qu'ils auront d'abord la difficulté linguistique. Et quand ils ont cette difficulté-là, les ennemis ne peuvent pas converser avec eux. Alors, il faut utiliser la force. Il faut utiliser la force. Kagame lui-même avait dit dans une autre conférence de presse qu'il nous demande la paix. La paix, on ne la demande pas. Il avait dit, je vais vous chercher un jour cette vidéo-là et commenter là-dessus. Mais c'est le président de la République. La solution à ces problèmes avec les propos de Kagame, bien sûr, ce n'est pas la première fois. J'ai déjà écouté une autre fois Kagame qui avait dit la même chose. Deuxième fois, c'est déjà trop. Alors, comme nous connaissons déjà, la diplomatie ne résoudra pas ces problèmes. Mais la guerre, elle, résoudra ces problèmes. Si nous serons abattus par le Rwanda, oui, nous allons accepter notre défaite, mais nos enfants, ou bien les enfants de nos enfants, nos arrière-enfants, viendront réclamer cette terre-là. Mais si le Rwanda ne parviendra pas à nous vaincre, nous allons les vaincre et ça sera la fin. Merci. C'était votre humble serviteur Samuel Ngala Mouloume sur votre chaîne YouTube Sam Djongala officiel. Que je vous demande bien sûr de vous abonner pour commencer à partager des idées, de partager des pensées telles que nous l'avons fait. Merci. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les faire. Nous ne sommes pas les connaisseurs. Nous ne considérons pas, nous maîtrisons tout. Mais vos contributions seront les bienvenues. Les contributions, quand je parle, ce sont des contributions intellectuelles. Vous avez des propositions, vous avez des idées. N'hésitez pas de nous écrire. Je prends le temps de lire tous les commentaires. Merci. On se voit à la prochaine avec un nouveau numéro.